Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other! The checkered flag is out! It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight! No questions about it! A stunner from Fabio Quartararo to win! And the battle for second is close, but it goes to Zarco! Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 113 de C'est qui en pôle. Eh oui, j'ai bafouillé dès le début, ça va. J'ai pas une journée de retard non plus. Pour parler de ce Grand Prix d'Argentine, avec moi ce soir, Ophélie, comment ça va ? Salut à vous deux, ça va super et vous ? Bah ça va. Olivier ? Salut. Ça va ? Salut à tous, salut Cyril, salut Ophélie. Oui, ça va, très bien. Encore beaucoup de choses à dire. Hein. Là, on va, il y a plein de choses à dire sur quasiment toutes les catégories, comme toujours quasiment. Ouais. Des super belles courses. Très belle course, ouais, absolument. On a failli pas avoir le matériel pour courir, mais... Oui, on va en parler évidemment. On va en parler un petit peu plus tard. Pour le jeu des goodies, donc c'est R212 qui a gagné pour la pole, et donc la bécannerie va s'associer avec nous à nouveau cette année. Et petit rappel pour ceux qui jouent, il faut quand même préciser le prénom, parce que dire Espargaro, voilà, quand il y a Paul et Alèche, c'est un peu facile, tu peux dire Marquez et tu peux dire Binder. Donc là, c'était comme le cas, tirage au sort généralisé, et coup de bol, c'est retombé sur donc R212 qui avait cité Espargaro en réponse. Mais pour les prochaines, préciser le prénom ou le numéro, puisque rien que le numéro, ça m'aiguille sur un pilote unique, c'est quand même plus sympa. Et évidemment, on va rejouer la semaine prochaine pour Austin. Évidemment. Et là, on va parler des petites news. Donc, assez peu en Moto 3, Moto 2. La seule, c'est que McPhee est toujours absent à cause de son problème de vertèbre suite à une chute à l'entraînement. Par contre, beaucoup plus de news en MotoGP. Je te laisse démarrer. Absolument. Et on commence avec Marquez, qui manque le GP d'Argentine. Marc Marquez, absolument. Le 93. Représente, qui manque du coup le GP d'Argentine, sans grande surprise, parce que c'était la pelle qui s'était mise à Mandalika. On imaginait mal leur voir revenir. Voilà, ça a été réglé assez rapidement finalement. On voit que sa diplopie va un petit peu mieux. C'est le roi de la communication, Marc Marquez, donc il a pas hésité à poster sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, qu'il a repris l'entraînement. On l'a vu jongler avec des balles de tennis à l'entraînement. Oh, super. Voilà. Regardez, ma diplopie va mieux. Oui, on va voir. En tout cas, ouais. Alors, entre jongler avec 3 balles de tennis et puis freiner à 330, je pense oui, il y a peut-être une marge. Il prépare sa potentielle reconversion en école de cirque, c'est tout. Il va nous faire du mono, sur un fil. Et oui, du coup, il est remplacé par Stéphane Bradl. Ouais, et puis l'autre régulier. Oui, à force. Il va finir par marquer plus de points que de Vizioso, Stéphane Bradl. Oh. Ah oui, ça attaque, je suis en forme, je vous préviens. Ouais. Ophélie, qu'est-ce que t'en penses de l'absence prolongée de Marquez ? Franchement, qui ça étonne en fait, avec la chute qui s'est pris, avec le week-end qui nous a fait, qui ça étonne vraiment. C'est ce qu'on disait dans le dernier épisode, c'est qu'on s'y attendait. Donc, moi je pense juste qu'à un moment donné, il va dépasser la limite et qu'il sera pas apte à revenir. Donc, ouais, ça fait un moment qu'on en parle de la question de dépasser la limite. Là, j'ai l'impression que, pour aller un peu plus loin de ce que tu viens de dire, Ophélie. C'est vrai que déjà ça bourre à Rérez, la première grave en fait récente, qui lui a fait rater une saison. Là on s'est dit faut pas qu'il s'en prenne une deuxième, et putain, il a très très bien commencé la saison 2022, parce qu'il s'en est déjà mis des au Qatar, et il a déjà chuté pas mal, et là à Mandalika, là c'est clairement la chute de trop, quoi. Alors évidemment, on espère qu'il va revenir en forme, qu'il va déjà aller mieux d'un point de vue santé, c'est important, et puis qu'il va revenir éventuellement. Moi, j'y crois plus. Je vais vous dire, ça me fait mal. J'ai déjà dit il y a quelques épisodes, j'y crois plus. Là,
l'appel de Mandalika, c'est voilà, j'ai pas de mots. Je suis d'accord avec toi, vraiment, pour le coup. C'est pas à lui souhaiter, mais là, j'ai l'impression que c'est un pilote intermittent, quoi. Il vient, il tombe, il part, il revient, il tombe, il part. Et à chaque fois, tout le monde met beaucoup d'espoir sur lui et il se passe rien d'autre que ce qu'il fait depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'il tombe et rien ne va, quoi. Donc, et qui se fait mal parce que parce qu'avant il chutait déjà beaucoup, mais il se faisait pas mal. Et là, il s'en met 2 belles et de façon très rapprochée, et il se fait mal en plus. Et ça lui était quasiment jamais arrivé parce que c'était encore une fois un pilote qui chutait beaucoup. Mais il se faisait pas mal, et là, il se fait mal. Donc, il va falloir qu'il apprenne à plus chuter, quoi. Ouais, en plus, c'est des grosses pelles. C'est pas n'importe comment. C'est pas comme Pedrosa qui se cassait des choses, mais là, ça touche quand même un point de vue neurologique. Donc, il y a un moment, va peut-être falloir que même il se pose des questions, et je pense que Honda va devoir prendre une décision s'il continue comme ça. C'est pas possible de mettre autant sa santé en danger non plus, juste, entre guillemets, pour des podiums, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Ouais, de toute façon, moi j'en dis qu'on commence à jouer au Dr Marvel, quoi, dans le sens où ça a commencé par l'épaule. On se rappelle tous de quand Miller lui déboîte l'épaule juste en lui tapant dans le dos à l'arrivée d'un Grand Prix. Ça, c'était il y a déjà quand même un bon paquet d'années. Ça a continué avec le bras. Là, les problèmes oculaires, c'est quand même aussi des problèmes qui sont anciens, parce que ça date du temps où il était en Moto 2. Donc, moi, je veux bien comprendre que ce soit un compétiteur, mais au bout d'un moment, faut savoir être raisonnable aussi. C'est qu'on se foutre en l'air pour un sport. Hein, c'est ce que tu disais, Ophélie. Même si on adore Marquez, enfin pas tous, hein, mais en tout cas qu'on aime le champion qu'il est et le compétiteur qu'il est, on préfère qu'il soit en bonne santé sans courir qu'il finisse par se tuer. Enfin, c'est brut, mais c'est le cas, quoi. Enfin. En tout cas, c'est ce que je pense. Il a plus rien à prouver. Non. Il a 8 titres. Il y aura personne pour venir d'une part lui enlever et d'autre part critiquer la suprématie qu'il a la eu. Mainmise, voilà, la mainmise qu'il a eu sur une période quand même assez longue en MotoGP, puisque mine de rien, 6 titres en catégorie reine, c'est pas rien. Et ça sert à rien de vouloir en faire trop et de risquer sa vie. Après, ils risquent tous leur vie tous les week-ends, que ce soit le premier ou le dernier en Moto 3 ou etc. Ils le risquent tous. Mais tu l'as répété, ils chutent beaucoup. Là, c'est la Mandalika, elle est terrible. Et même dans le contexte en plus, parce que il va rechercher une autre meule, il s'est déjà bourré, et il se rebourre au même virage. Juste, je verrai juste avant. Non, c'était au warm-up. C'était au warm-up le lendemain. Mais le contexte est le même. Voilà, je crois que personne n'a envie de le voir finir mal ou parce que mine de rien, ça peut ne pas revenir, ou ça peut revenir de manière à ce qu'il soit handicapé pour sa vision ou pour d'autres choses. Après, il est grand, il est responsable. Et plus il va prendre de l'âge, plus ça va taper, quoi. Enfin, parce que là, il est encore jeune, 93, évidemment, comme son numéro l'indique. C'est pas le cas de tout le monde, mais pour lui, c'est le cas. Là, ça peut aller. Enfin, il peut se sentir bien, mais dans 15-20 ans, même dans 10 ans d'ailleurs, parce que quand on a 30 piges, c'est pas la même. Enfin, même quand on a 40 piges, pardon, c'est dans 10 ans, il aura 40. Là, ça va pas être la même. Et il faudrait pas qu'il le regrette, surtout. Qu'à 50 ans, qu'à 40 ans, la pression qui se met tout seul, en fait, parce que comme tu dis, personne va remettre en question son palmarès, mais je pense vraiment que celui qui remet en question son palmarès, c'est lui-même, parce que son objectif, il l'a toujours dit, c'était de dépasser ce que Rossi avait fait. Donc je pense qu'il a aussi cet objectif qu'il n'a pas assouvi et pour lequel il est capable de se mettre en danger sur sa moto, quoi. Après, si son objectif c'est effectivement de surpasser Rossi, c'est pas en se mettant des bourres comme ça 3 fois dans la saison qu'il va y arriver. Donc de toute façon, il faut s'il veut marquer des points, s'il veut gagner des courses, faut les finir et faut courir le dimanche. C'est pas en t'en mettant 2 le samedi et puis une 3e le dimanche matin au carré que ça va arranger les choses. Après, s'il le comprend pas, voilà, il y a qu'à lui montrer les images. S'il comprend pas, d'autant plus que
on sait tous comment ça finira. D'autant plus que ce début de saison est quand même ultra serré, et on en reparlera évidemment tout à l'heure au débrief de la course de MotoGP. Mais c'est très très ouvert, enfin bien malin celui qui peut donner le top 5 même dans le désordre de la fin de saison, quoi. Donc, oui. Tu reviens, t'en gagnes 2, t'es retapé dans le top 5, quoi. Ouais. Donc c'est une chance que le championnat soit resserré à ce niveau-là, mais bon après de toute façon ça donne du taf à Bradle, quoi. ah bah ouais, Bradle, putain, il avait pas signé pour ça, lui. C'est clair. Tu poursuis avec la deuxième grosse news, où là aussi la je pense deuxième qu'on grosse va parler news encore qui fait rire, hein, ça peut faire rire jaune certains. Moi, ça m'a bien fait marrer. Problème logistique pour la Dorna, qui a dû affréter 5 avions cargo depuis Lombok vers Termas, avec un arrêt à Mombasa au Kenya, et puis un avion n'a pas pu repartir à la suite d'une vérification technique. Du coup, au lieu d'arriver le mercredi, il est arrivé jeudi fin de journée, voire dans la nuit de jeudi à vendredi. Et les essais du vendredi ont été annulés. Je dis même du jeudi au vendredi, mais même dans la nuit du vendredi au samedi finalement, parce que si ma mémoire est bonne, il y en a qui sont arrivés à 2h du matin. 2h du matin, le samedi matin. Donc voilà, gros fail sur la supply chain de la Dorna. Putain. On va peut-être lancer le débat sur ce point, parce que c'est un point quand même important. Je finis juste sur le fait que il y a plusieurs équipes dans la Team Factory, Ducati, Gresini et VR46 qui avaient les motos dans cet avion. Ça a profondément bouleversé le week-end, et moi la première réflexion que je suis faite, et je dis ça juste pour lancer le débat, c'est que à trop vouloir faire de course, on finit par se planter sur des trucs tout cons de logistique pure. C'est-à-dire que même une petite couille dans l'engrenage, on voit que ça plante un week-end complet quasiment. En tout cas une journée, et pour les pilotes, pour les teams, c'est quand même pas cool, quoi. Qu'est-ce que t'en dis, Ophélie? Ouais, non, moi je suis d'accord avec Olivier. Vraiment, au début, quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis demandé si c'était une blague. Parce que je me dis. Ouais, parce que c'était le 1er avril. C'était le 1er avril, en plus. Non, mais quand t'as un vrai calendrier qui arrive, en fait, c'est plus une vraiment, blague. Tu te dis, mais attends, avec la logistique et le coût que ça implique de faire déplacer toutes ces motos, comment c'est possible qu'un avion reste bloqué au Kenya avec toutes les bécanes? Enfin, et à quel moment tu te dis que tu vas pas anticiper le fait qu'on passe quand même de l'Indonésie en Argentine? Enfin, là, vraiment, les délais étaient ultra serrés, donc c'est évident que s'il se passe le moindre chose, t'es dans la merde, et tu peux pas te dire je vais foutre en l'air un Grand Prix pour un avion, quoi. Et on a vu ce que ça implique, en fait, en plus de les faire venir si tard, les motos étaient rouillées, t'avais des combis qui étaient moisis. Enfin, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre la logique de l'organisation sur ce coup-là. Et on voit la limite, comme disait Olivier, de trop de dates, et que tout soit trop rapproché, et de vouloir passer d'un côté de la planète à l'autre en si peu de temps, quoi. Après, ça c'est Pierre qu'on avait parlé dans les discussions qu'on a entre nous. Hein. C'est 2 circuits qui sont éloignés des grands aéroports internationaux. Donc voilà, ça a mis du temps pour aller de Mandalika à l'aéroport. Ça met du temps pour aller à Termas. Donc voilà, l'entre-deux tu peux pas te louper, et t'as pas de marge. Donc pas de marge, dès qu'il y a un grain de sable, voilà, ça fout tout le monde dedans, ça retarde les teams, et puis faut penser aux gens qui ont payé leurs billets aussi, hein, Ouais. parce que y en a qui sont venus le vendredi pour voir rien, et puis mine de rien c'est un circuit qui est pas exploité non plus. Non. Donc la piste était dégueulasse, et ça aurait été quand même bien de rouler 3 jours de suite pour avoir une trajectoire un petit peu plus saine. C'est un beau circuit quand même, mine de rien. Je trouve qu'il est intéressant. J'adore ce circuit. Ouais, il est chouette. Et c'est un peu dommage qu'il soit sous-exploité. Et puis voilà, quoi. Après, le gros intérêt, c'est que j'ai eu peur qu'on ait des courses un petit peu pourries à cause de ça, et qu'on focalise justement sur ce gros pépin logistique. Et mine de rien, le dimanche soir, quand on a vu les courses, tout le monde avait oublié un petit peu ce point. C'est une chance pour eux, hein, parce que ouais. Après Mandalika, donc, était aussi un petit peu compliqué pour d'autres raisons de grippe pour certaines catégories, et de pluie pour d'autres. Ça aurait été dommage d'avoir un deuxième week-end
parce que ça va vite, hein. Une journée de moins, tu roules moins, tu prépares moins les bécanes, tu peux très bien avoir des gros problèmes en course. Et c'est pas tout à fait ce qu'on a vu, quoi. Donc c'était plutôt c'est plutôt plus intéressant. la fatigue de toutes les teams, fatigue psychologique et physique, évidemment. Quand tu dois mettre ton réveil à minuit parce que l'avion se pointe et que les motos arrivent, et que tu sais que tu dois te taper une journée marathon parce que du coup il y a eu les essais, les qualifs dans la même journée. Putain. Ouais, c'est ils sont prêts pour l'endurance, hein. Ouais. Mais les mecs ont quand même vidé les caisses à 3h du mat, sont partis à 7h circuit pour revenir pour les premiers qui étaient vers 8h, quoi. Enfin... autant dormir là-bas. Hein. Non, mais c'est clair. Ah oui. Tu fais comme Fabio, tu t'allonges à côté de la moto, quoi. C'est ça. Ouais, la prochaine news, mais alors, est-ce que ça intéresse les gens? Nakagami, mais qui a oui, été ça testé, m'intéresse. Positif au Covid. Le jeudi, si je ne m'abuse, donc il avait été annoncé c'est ça. unfit, et puis finalement il a été testé négatif, donc il a finalement couru. Voilà. On passe rapidement là-dessus, et puis info intéressante, c'est le Ride Height Device qui sera banni en 2023 pour les auditeurs qui seraient pas totalement à l'aise avec les termes techniques. Il s'agit du dispositif qui permet de rasseoir la moto en virage et bien distinct du système de départ, du dispositif de départ. Donc c'est le fait de rasseoir la moto à l'arrêt accel en sortie. Donc ça sera banni dès l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose, que ça va, j'allais dire asseoir, mais en tout cas un peu niveler le niveau, ou vous trouvez que ça con de pas laisser les écuries faire comme elles veulent un petit peu? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez le droit de rien en penser du tout. Moi, je trouve ça con de partir sur un règlement technique et de l'année prochaine, enfin de l'année d'après, le modifier, tout simplement parce que la majeure partie des équipes n'arrivent pas ou n'ont pas envie de chercher de trouver une piste de développement. On part sur, je pense que à changer les règlements techniques tous les ans et en plus en ciblant des dispositifs développés par un seul constructeur en intersaison, je trouve que c'est stupide pour plein de raisons, parce que le constructeur il a dépensé de l'argent, il a dépensé du temps, des moyens pour ouais, tout ça c'est ça, et pour après au final on lui dit ah bah non, t'auras pas le droit de l'utiliser l'année prochaine. Bah c'est con, mais je pense qu'au bout d'un moment il va falloir arriver à des règlements techniques figés sur une durée plus longue et à ne plus du tout les amender, parce que ça devient con quoi comme fonctionnement. C'est là que tu vois que c'est moche, hein, mais après le problème logistique, tu vois là encore cette histoire de règlement, et je te rejoins tout à fait sur l'idée c'est con qu'il n'y ait pas de continuité et qu'ils y arrivent par amendement tous les ans. C'est là que tu vois qu'ils sont beaucoup moins pros qu'en F1 par exemple. Enfin c'est horrible, hein, parce que j'adore la moto, je préfère la moto à la Formule 1. Mais là tu vois que le degré de niveau, j'allais dire juridique, mais en tout cas de réglementation et même d'arriver à anticiper comment les constructeurs vont réussir à essayer de contourner les règlements, parce que c'est toujours comme ça qu'ils font. Ils se sont dit ah merde, ils peuvent faire ça. Ah bah oui, mais on l'a pas mis dans le règlement. Bah putain, on va l'interdire l'année prochaine parce qu'ils étaient pas censés le faire. Et là tu te dis mais merde, c'était quand même une super prouesse de trouver ce système. Déjà le système de départ, c'était génial, parce qu'il y avait quand même une réglementation autour, c'est-à-dire qu'il fallait pas que ça soit électronique, tout ça, donc ils ont trouvé le moyen de le faire à la mano, c'est le pilote qui gère son truc. Et là, boum, il te coupe il te coupe la chic comme ça en disant ouais non mais en fait ça non. Ah ouais bah les gars, sinon on va revenir au vélo, hein. Si vous voulez pas de dev. On y perd un peu à uniformiser autant les motos, on y perd aussi, parce que la Ducat, ils sont quand même très très forts pour nous donner des innovations sur leurs motos. On le voit avec tous les teams derrière qui les copient, et là en fait en interdisant tout ce qu'ils sont capables de mettre sur la piste, on va juste se retrouver avec des motos qui vont toutes se ressembler, et il y aura plus aucun intérêt à cette compète. Enfin, c'est aussi ça fait du aussi coup ils vont bosser sur quoi? Ils vont bosser sur le moteur à l'aéro quoi, enfin. Oui, c'est ça. Le châssis, le châssis, ouais. Ça fait quand même partie de cette compète de voir les modifications qu'ils sont capables de faire. Bah, c'est clair.
quel est l'intérêt sinon d'avoir des bécanes qui se ressemblent toutes avec un des trucs techniques définis par un règlement. Enfin, moi, je trouve ça vraiment bête. Et puis en plus, ce qui est intéressant avec ce device, c'est que ça se voit, enfin je veux dire, le spectateur, alors il faut qu'on lui explique, hein, parce qu'il peut pas le détecter forcément tout seul, mais quand t'as des super consultants qui regardent la moto et qui disent ah bah regardez, en plus on a des super ralentis maintenant, et on le voit le faire, on voit le pilote gérer son truc, tourner la poignée gauche, ça rassoit, boum, il peut réaccélérer plus tard, donc c'est des choses qu'il voit. L'aéro, enfin à part la gueule des motos, on le voit pas des masses, on a moins de façon de le ressentir. Et alors le châssis encore moins, enfin je veux dire c'est des trucs quand mec il t'explique bah le châssis de cette année il est pourri, regarde celui de l'année dernière il était mieux. Faut vraiment piloter la moto et savoir la piloter à 2000% pour sentir une différence. Et là pour le coup le spectateur le voit pas du tout. Et c'est dommage de ce point de vue-là, je pense. Enfin voilà, une petite news sur les tracés de circuit maintenant, t'as 2 news. Oui, absolument, avec le circuit de Sepang qui est confirmé jusqu'en 2024, du coup avec Petronas en sponsor, et puis le tracé du Red Bull Ring qui a été modifié avec une chicane pour couper la vitesse des pilotes au niveau de l'ancien T2. Cette chicane sera utilisée pour le MotoGP uniquement, le tracé normal restant en place évidemment pour la Formule 1 notamment. Voilà, quelque chose qui avait été réclamé. De sécuriser ce circuit, réclamer de cette façon-là, on sait pas trop, mais en tout cas, on va voir ce que ça donne. Bon, de toute façon, il fallait faire quelque chose, hein. Sinon, on l'a vu à de nombreuses fois, donc il fallait faire quelque chose. On va voir. Forcément, ils vont pas se battre pour battre leur corps du tour maintenant, mais bon, c'est comme ça, fallait faire. Il faut espérer que ça suffise surtout. Ouais. Oui, ça devrait suffire, je pense. En sortie de chicane, tu seras pas axé sur le mur, donc sur l'épingle. Et ce qui s'est passé avec Zarco, c'est qu'il a tapé l'air fence et que la moto a suivi le muret. Là, en sortie de chicane, il devrait, s'il y a une chute à cet endroit-là, déjà ils seront moins vite et la moto, elle devrait partir direction le bac. Elle va pas longer. Ouais. Après, il y a des gens qui sont plus compétents que moi pour dessiner des circuits, quoi. Mais Ophélie, tu voulais dire quelque chose sur le Red Bull Ring ou pas? Non, mais j'étais juste en train de faire la réflexion que j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que du coup, avec une ligne droite en moins, les Yamaha seront peut-être moins à la ramasse sur ce circuit, mais encore faut-il le voir en action. Donc ça sera un peu la surprise. Du Grand Prix sur place. Ouais, c'est un circuit qui va quand même rester très rapide, hein, même si tu rajoutes une chicane. La deuxième ligne droite, du coup, l'unique, hein, la ligne droite après la ligne droite des stands, la ligne parallèle. Là, il tape, je sais plus combien, mais 3,20, 3,30, je pense. Facile. Ça va rester, il y a en plus des virages super rapides, hein, puis l'arrêt accèle avant les 2 derniers virages, là, sur le droite et qui se prend quasiment à fond, ouais, je pense pas que ça change grand chose au point de vue constructeur. Mais ce que disait Zarco, parce que je m'étais posé la question, en grand pilote que je suis, pas du tout, à quelle vitesse il va à peu près arriver au point de freinage du virage 2, du coup, ce sera le virage 2, l'entrée de la chicane. Et Zarco disait il devrait arriver en 4. Donc ils seront pas du tout à fond, hein, clairement, ils seront pas fond de 6, donc ça devrait un petit peu les ralentir, même beaucoup les ralentir, et puis sur le virage d'après, l'épingle d'après, pareil, ils sont sûrement 4, ou bon, ils seront déjà à 2,70, hein, 2,80 sûrement, mais ils seront pas fond de 6. Donc ça va en tout cas changer cette première partie, ça va rajouter un petit peu de piment, je pense, à ce circuit qui peut-être en manquait un peu, et puis qui était dangereux surtout, hein. Putain, moi je le dis tous les ans à peu près, derrière ce micro sur ce circuit, mais c'est un tracé que je trouvais de toute façon pas fait pour la moto du tout. On va voir, on espère que ça va un peu arranger le truc. On passe aux courses? Ouais, carrément. Alors, en Moto 3, il y avait que 7 pilotes qui connaissaient ce circuit, hein. Mazia, Foggia, Mignot, Carrasco, Suzuki, Toba, Rossi
et Sasaki, puisque on n'avait pas couru là depuis un petit moment, et donc forcément il y avait beaucoup de rookies qui sur les années précédentes n'ont pas couru en Argentine. Et en Q1, ce sont Yamanaka, Nepa, Rossi et Kelso qui passent en Q2, et la pole est pour Sergio Garcia devant Sasaki et Guevara, 3e, Rossi 4, Kelso 5 et Holgado 6. Alors ça part pour 21 tours, Garcia profite de la pole et part bien, alors Sasaki, Guevara et Rossi sont dans le coup. Les deux Gaz se détachent et derrière Mazia s'emploie pour réduire l'écart et va remonter le peloton. Petit à petit, on aura Mignot, Morera, entre autres, qui vont mener le groupe d'une dizaine de pilotes, et Artigas va chuter après 5 tours et Carrasco va chuter le tour suivant. À 14 tours de l'arrivée, donc les deux échappés sont repris pour former un groupe à 5 pilotes, et Guevara va lâcher l'affaire sur souci technique. Il était dans le paquet de 5 donc en tête de course. On a Foggia qui ramène le deuxième groupe à 10 tours de l'arrivée, ce qui va pimenter un petit peu les derniers tours. À 6 tours de l'arrivée, justement, Mazia et Mignot s'accrochent, alors ce qui profite à Garcia qui va pouvoir s'échapper. Et dans l'avant-dernier tour, Foggia reprend Garcia. Et Suzuki le passe donc dans le dernier tour, et Garcia va venir reprendre l'A2 puis la tête en faisant des super intérieurs face à des pilotes qui ont vachement bien défendu leur position. Bref, c'est une belle victoire de l'Espagnol devant Foggia et Sasaki. Rossi est 4, Suzuki 5, Morera 6 et Félon est 19e. Donc encore un week-end compliqué pour le pilote français. Au général, Garcia prend la tête avec 58 points devant Foggia 54 et Guevara 28 points, 3e malgré son abandon. Qu'est-ce que tu veux dire sur la course, Ophélie ? Moi, j'ai bien aimé cette course. Franchement, on en a eu pour notre argent, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Garcia, quoi. Le mec nous déçoit pas de Grand Prix en Grand Prix. C'est vraiment cool de voir ce qu'il est capable de faire. Après, j'étais tellement saoulée de voir Mignot encore faire un résultat blanc, quoi. Ça, c'est un pilote que j'apprécie et qui nous a quand même vendu du rêve sur la première course de la saison. Donc je trouve ça un peu triste de le voir encore faire un week-end pour rien, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais en tout cas, moi, c'était un peu mon point noir de cette course, et de voir également que Félon reste en bas de classement. J'ai l'impression que les week-ends se ressemblent pour lui aussi. Ouais, complètement d'accord sur le fait qu'on fait une course digne de la Moto 3. Hein. On avait presque peur que la Moto 3 devienne de la Moto 2, mais là, c'est bon, on est rassuré. Complètement dingue. Pardon ? Je n'y parle pas de malheur. Ouais, on espère, hein. Mais là non, ça nous a remis dans le droit chemin, j'allais dire. Sur le tout dernier tour, Garcia, il l'a joué vraiment en patron. Franchement, sur le premier virage du dernier tour, il est 3e. Il se fait un peu bloquer par Suzuki, qui, on a l'impression, fait un peu traîner pour laisser Foggia partir devant, et il se laisse pas piéger, et il fait mais 2 dépassements d'orthologie. Enfin, le dernier là, sur l'avant-dernier virage, l'inter-bloc passe qui passe au poil de cul, pardon. C'est moi l'expression, mais c'est complètement dingue, et c'est un gamin, quoi. Et tu vois le jouer à faire ça, c'est complètement fou. J'ai vraiment kiffé. Petite précision sur Suzuki qui le con rate le podium parce que il dépasse les limites de la piste dans le dernier tour, donc il se fait chourer d'une place. Et c'est ballot. Mais bon, mais ouais, Garcia complètement dingue, et Gaz ils font une moto qui gagne et une moto qui casse, malheureusement, mais elle marche quand même bien, hein. C'est bécane. C'est con qu'il y en ait une qui est cassée, mais tu vois que Garcia il s'en sert très bien. Ouais, ils ont bien animé la course, et moi j'étais un peu, je dirais pas déçu, mais Garcia, il a vraiment bien géré son truc, et de le voir se faire reprendre, j'étais un peu deg, parce que je me suis dit putain, il se fait prendre, et ça va être compliqué de remonter, mais il a réussi à bien remettre les choses en place, et il fait un super dernier tour. Ah, ouais, comme tu dis, les deux, ils ont super bien défendu leur position.
et l'Inter qui fait à Foggia. Oh là 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 là. Et d'ailleurs, Foggia leur connaît l'arrivée. Tu roules pas une clope entre les deux. Ah bah ouais. Et les deux, ils étaient, c'était super fair play aussi à l'arrivée. Ouais, entre les deux, c'était parce que Foggia, je pense qu'il l'attendait pas. Hein. Il avait une ligne très très défensive, donc assez à l'Inter en se disant comme ça, il va pas pouvoir le tenter et finalement il le tente quand même et sans que ce soit agressif ni qu'il le décapsule de la trajectoire quoi. C'est ça. C'est typiquement moi le dépassement que je considère comme audacieux. C'est-à-dire alors il y a une prise de risque comme dans tout dépassement, mais il y va pas pour s'appuyer sur le mec, le sortir de la trage et sortir premier quoi. Il y va pour tourner, il y va pas pour le sortir. Et je trouve que de ce point de vue-là, il a super bien géré ces deux dépassements et c'est une très belle fin de course pour lui quoi. Ouais, c'était impressionnant à voir. Ouais. Faut pas oublier que le mec a 17 ans quand même. Ouais. C'est complètement. Putain, 17 ans, nom de Dieu, je faisais le coin avec ma 103 SP. Et surtout quand on voit d'autres de son âge ou même un peu plus vieux en Moto 3 qui font des block pass complètement tarés, qui freinent beaucoup trop tard, qui se balancent. On en a vu en Moto E aussi l'an dernier. Il faut qu'il continue là-dessus parce que c'est complètement fou et c'est beau en plus. C'est agréable de voir Foggia se battre avec quelqu'un à son niveau aussi quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Au final, ça fait des belles courses qui sont un petit peu moins en paquet que les années précédentes, mais elles sont disputées, elles sont intéressantes et c'est chouette à voir. C'est chouette à voir. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de Félon ? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire ? Bah là, ça va être compliqué. Ça pue. Beaucoup disent. Hein. Ouais, ça sent. Quand tu vois que son coéquipier est quatrième, il y a un moment donné, il y a un truc qui va pas et là, on peut pas dire que c'est la moto quoi. Ah bah non, là le petit doigt, tu peux plus te cacher derrière. Non, c'est clair. Là, c'est cruel hein, parce que tu vois que on le répète, en Moto 3, ça pousse fort. Hein. Enfin, je veux dire, les talents, c'est parce qu'il manque. Et pour se faire une place, c'est très très compliqué. Et là, on a vraiment la preuve par 3 avec Félon, quoi. Avec notre Frenchie. C'est con que ça tombe sur notre Frenchie, mais tu vois bien que. Oh, c'est pas le premier, hein. Non, bien sûr, c'est pas le premier, et ce sera pas le dernier, c'est sûr. Mais tu vois que, c'est dur, hein. C'est dur. Et ça doit être dur pour lui, psychologiquement, en plus, de se sentir, putain, je progresse pas, ça fait 1 an que je suis là. J'ai toujours pas pris, il a pris 1 ou 2 points, mais un seul. Non, il est 0. Il a pas pris de points. Non, 0 points. Toujours 0. Ouais, donc, c'est... 0. Donc c'est chaud. C'est chaud. Ce qui doit être ultra frustrant pour lui, en plus, parce que cet hiver, il était pas si mal que ça, quoi. Il y avait quand même une toute petite fenêtre où on pouvait se dire, ok, il a compris ce qui bloque sur la moto, mais en fait, pas du tout, quoi. Et puis de se retrouver avec son coéquipier quatrième, comme je disais tout à l'heure, mentalement, ça doit être très compliqué pour lui. Moi, de mon point de vue, il faut attendre les courses en Europe, voir ce que ça donne. Parce que on est qu'à la 3e course, hein. Il reste encore beaucoup de courses. Il peut y avoir un déclic. Hein. Ouais, c'est clair. Peut-être voir sur des circuits qu'il connaît lui aussi. On est peut-être, on est peut-être mauvaise langue, mais vu ce qu'il fait depuis 2 ans, je pense pas. Mais il aura peut-être plus de facilité sur des circuits sur lesquels il a l'habitude de rouler ou qu'il connaît déjà. Quoi. Ouais. On verra ce que ça va donner. Hein. Mais bon, de toute façon, il va falloir vite avancer. Faire ses preuves, vite avancer, comme tu dis. Ouais, on va passer au Moto 2 et c'est Bobir qui passe en Q2 avec Gonzalez, Vandengourberg et Schroeter. En pole, on a Aldeguer devant Augusto Fernandez et Arbolino, Arenas, Dixon et Vietti. En deuxième ligne, donc, en course au T1, ça chute direct pour Fernandez. Ce sont Antonelli et Kelly qui s'accrochent aussi dans le premier tour, où Aldeguer profite à plein de sa pole. Et Vietti est dans sa roue qui va vite prendre la tête. On a Chantra qui est 3 et derrière on a un duo Canet-Arbolino. Aldeguer chute après avoir été un peu tassé par Vietti sur le vibreur. Alors la chute elle est pas belle hein, puisqu'il se retrouve avec la moto complètement en travers. Il se relève difficilement mais ça va quand même. La chute elle est un peu crade. Ouais.
Il va y avoir quelques changements en tête de course, donc entre Vietti et Chantra. Alors une fois de plus, une course au train avec Canet, Ogura pour la 3 qui font quelques chassés croisés. On a Navarro, Rodrigo et Dalla Porta qui vont chuter dans les derniers tours. Le duel à suivre, donc c'est Ogura-Canet dans les derniers virages. Donc l'Espagnol va tenter, mais ça sort large une première fois. La deuxième sera la bonne, mais le Japonais va patienter 2-3 virages pour reprendre donc la 3e place. Il y aura quand même des belles manœuvres en fin de course. C'était assez intéressant. Et Vietti s'impose devant Chantra et Ogura. Canet 4, Dixon 5 et Arbolino 6. Au championnat, Vietti en tête avec 70 points devant Canet 49 et Chantra 45. Moi, j'ai trouvé que la course était plaisante avec enfin des pilotes qui partageaient des rythmes comparables, on va dire assez similaires, ce qui a permis quand même des courses. Alors, ils étaient pas en gros paquet, hein, c'était souvent des courses à 2 ou 3, mais au moins on a vu des dépassements et franchement en Moto 2 c'est tellement rare que là je me demande si on n'a pas eu plus en une course qu'en une saison. C'était une belle course. C'était une super course. Vietti gère son truc. Chantra, on l'attendait. Enfin, moi, je l'attendais pas trop et il confirme un petit peu. Là, c'est chouette de voir des courses comme ça et j'espère que ça va être comme ça tous les week-ends maintenant, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins sur le fait que purée, enfin une course Moto 2 qui est un peu fun, quoi. Ça faisait longtemps que je m'étais pas ennuyée devant la Moto 2. Et c'est pas faute de beaucoup aimer Vietti, mais là, la fin de course, c'était propre quand même. Ouais. Chantra, il a pas le temps, il se laisse pas faire. En fait, il a compris comment fonctionne sa moto et du coup, il y va et c'est agréable à regarder. Après, si tu fais l'impasse sur la chute d'Aldeguer, parce que ce genre de chute, on s'en passe facilement. Mais non, je suis d'accord avec toi, c'était vraiment une belle course. Ah ouais. La chute d'Aldeguer, c'est vrai que elle douille. Enfin, c'est le genre de chute lourde. Plus il atterrit sur le casque, ça tabasse. Ouais, ce qui est de cool, c'est que aussi, avec Vietti et Chantra, bon, Canet, même s'il est pas très vieux dans la catégorie, ça reste quand même un pilote qui est, enfin, je dirais pas qu'on attendait, mais qui devait confirmer cette saison les bonnes dispositions. Mais de voir des nouveaux pilotes, donc comme Vietti et Chantra, même si Vietti, on savait qu'il était fort, ça fait du bien, quoi. J'avais un peu peur de voir, tu vois, toujours les Ayo, toujours les marques VDS avec Loves, et de voir qu'il y a des pilotes qui viennent un petit peu bousculer tout ça, ça fait plaisir. Et de voir des courses un petit peu plus animées, c'est cool, quoi. Et puis c'est un bon week-end au final aussi pour la VR46 entre ce que Vietti a fait et ce qui s'est passé en MotoGP. C'est quand même un bon week-end. Par contre, on remarquera que Ogura doit écouter notre podcast parce que là, le mec qui se met dans le top 5 depuis le début de la saison, je pense que Nakagami, il a chaud aux fesses là. Ah non, mais moi je l'ai signé déjà. T'as des infos qu'on n'a pas, Cyril. Non, je l'ai juste signé pour MotoGP Fantasy l'année prochaine. On passe à MotoGP ? Allez, vas-y. Avec grand plaisir. Donc on l'a dit tout à l'heure, mais les essais ont été pas mal amputés, du coup, avec la FP3 et la FP4 annulées. Ça fait que les pilotes vont enchaîner les essais et qualifs dans la même journée. En Q1, Paul Espargaro et Nakagami se qualifient pour la Q2. Bastianini, il échoue à 43 millièmes du japonais seulement. Et Bagnaia, il est hors jeu complet. En Q2, c'est Espargaro qui claque la pendule à 5 millièmes du record de la piste, 37,688 pour Aleix et 37,683 pour Marquez en 2014. Vinales 5e confirme la bonne forme des Aprilia de ce week-end. Martin est 2e et le surprenant Marini se qualifie 3e. Quartararo est 6e, en tout cas au qualif, et Johan Zarco 9e. Alors, comme d'habitude, un départ catapulté de Jorge Martin qui prend direct la tête. Il met direct 200 mètres à Aleix dès le premier freinage. Là, on se dit, en tout cas, moi je me suis dit que ça allait être chiant. Parce que quand on voit Jorge Martin partir, qui va le rattraper? Mais non, finalement, Aleix parvient bien à remonter à coup de 10e et finit par coller le train de Jorge Martin.
Pendant ses premiers tours, Fabio Quartararo est un peu à la rue malheureusement. Il pointe à la 13e place et Zarco chute au 6e tour. Pas grand-chose à signaler. On a la tête Espargaro et Martin qui va se courser pendant une bonne partie, mais dans un premier temps Aleix ne semble pas pouvoir aller choper la Ducati. Les deux pilotes ont quasi 1,5 seconde d'avance sur Rins, 3e. Paul Espargaro suit mais finit par craquer juste après la mi-course au tour 15. Mir récupère la 4e place et pointe à 2 secondes de Rins. Vinales est 5e et il confirme encore une fois la bonne perf des Aprilia, et ça va commencer enfin à s'animer à 6 tours de l'arrivée dans le virage 5. Après la longue ligne droite, Espargaro tente de faire les freins à Martin, mais tire tout droit. Et puis, on dirait que c'est foutu, mais en un tour seulement, il rattrape son retard et cette fois-ci réussit son coup et double Martin. Et en quelques virages, il parvient à prendre un petit peu d'avance. Martin ne sera plus jamais au contact. Donc 200e course en GP et première victoire pour Aleix Espargaro. Classement final, Espargaro 1er, Martin 2e, Rins 3e, Mir 4e, Bagnaia 5e, mine de rien, et Fabio Quartararo est 8e et Johan Zarco, je vous l'ai dit, a chuté malheureusement. Au championnat, ça donne un classement assez dingo après 3 courses. Un top 5 qui se tient en 10 points. Aleix Espargaro avec sa victoire en profite pour prendre la tête du championnat avec 45 points. Deuxième, Brad Binder, 38 points. Bastianini, 3e, 36 points. Rins, le même nombre de points, 36 points aussi. Et il est 4e. 5e, Quartararo, 35 points, juste un petit point derrière. 2 points derrière, Mir, 6e. Et Oliveira, 7e avec 28 points. Voilà, dont on parlait en début d'épisode, mais ouais, le championnat est complètement fou là. On va. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette course? On va peut-être lancer le débat comme ça. J'espère que vous allez commencer par Aprilia quand même. Alors moi, cette course, je t'avoue que j'étais un peu sur le cul de voir Espargaro faire un podium, quoi. Enfin, juste, c'est vraiment cool pour lui et c'était vraiment fun de voir en fin de course sa réaction et ce qu'il est capable de faire avec la Aprilia, en fait. Après, comme je disais sur Twitter, j'ai fort pensé à Vignales parce que j'aurais bien aimé être dans sa tête, lui qui arrivait en conquérant, pensant remporter la première victoire avec eux. Mais ouais, cette course, c'était une course fun. Après, moi, j'étais un peu frustrée de voir Fabio et Zarco dans les situations dans lesquelles ils étaient sur toute la course. On en parlera peut-être un peu plus des Yamaha après, je pense. Après, ouais, non, c'était une belle course, mais moi, les Aprilia, c'est pas. J'ai toujours un goût amer de voir des Espargaro sur le podium. Donc, c'est moche. La première réflexion que je me suis fait, c'est cool, il va pouvoir prendre sa retraite. Donc, c'est pas très gentil de ma part, mais. C'est pas sympa. Non. Putain, en plus, Espargaro, le Aleix, il s'est battu, quoi. Il s'est vraiment battu comme un chien. Il a joué sur le long terme, c'était pas gagné, hein. Et j'avoue, il a fait la part belle à Martin quand même sur la course. C'était mérité cette victoire. Ouais. Cyril, qu'est-ce que t'en dis? Victoire complètement méritée dans le sens où en plus il fait la pole. Ouais. Il a été présent dans les essais, même si le week-end a été un petit peu particulier. Mais c'est incontestable et moi je trouve que c'est vraiment bien que ça arrive justement par Aleix Espargaro et pas par Vignales, parce qu'on a vu l'Aprilia très très en difficulté il y a 3 ans où c'était vraiment la merde, ils avaient du mal à trouver des pilotes, c'était compliqué, ils se sont mis en trajectoire de manière déjà à partir un peu mieux, et c'est ça qui est tout l'intérêt de voir Espargaro gagner cette course-là. C'est que, je dirais pas que tout le monde le sentait, mais on sentait que de toute façon l'équipe, elle était dans une phase de progression constante tous les ans, et déjà mieux placé sur la grille, des top 5 réguliers sur la grille, plus souvent dans le top 6 en fin de course. Donc c'est des motos qui arrivaient à être régulièrement bien placées. Après il y a des week-ends avec et des jours sans aussi. Mais le jour où ça allait sourire, fallait pas faire de conneries, et il a super bien géré sa course. Martin, on le connaît, c'est un pilote qui est très bon, même si parfois il chute, mais là hier il fait une très belle course, et Espargaro il a fait ce qu'il devait faire avec l'Aprilia, quoi. Et
ouais, c'est totalement mérité, même si c'est un pilote qui a pas nécessairement un gros palmarès. Mais voilà, la moto elle est saine, elle est propre. C'était le dernier constructeur qui était en concession. Ouais. Donc petit à petit, on se rend compte surtout que le plateau est maintenant très homogène, dans le sens où chaque constructeur est en capacité de gagner. Donc c'est comme ça que je vois l'intérêt d'une catégorie sportive motorisée, c'est-à-dire que tu sois, on l'a vu même avec Bastianini, hein, même tu peux être sur une équipe satellite, tu peux gagner des courses, et c'est tout l'intérêt de la chose, c'est que le vendredi quand les essais démarrent, tu peux facilement mettre 10 à 12 pilotes en capacité de gagner une course, et maintenant il y a les Aprilia, et c'est chouette. Mais comme tu disais, en plus, c'était à venir, parce que au Qatar, il a quand même terminé 4e. C'est ça, ouais. Il est 9e, il a quand même fait des choses assez propres depuis le début de la saison. Et puis ça reste Espargaro. Enfin, c'est quand même un très bon metteur au point. Il a quand même une expérience assez importante. Donc il fallait que ça arrive à un moment donné. Et il a le mérite aussi d'avoir donné cette victoire à Aprilia, ce qu'ils attendaient depuis beaucoup. Et je pense que ça va être un déclic aussi pour la marque, et pour se dire que ils sont capables de se battre sur tout le long de la saison. Je trouve ça assez ouf qu'il ait tu l'as rapidement évoqué, Cyril, mais le fait de pas craquer, c'est-à-dire de saisir l'occasion quand il l'a eu, c'est quand même la marque d'un grand pilote, hein. Parce que le gars 200e départ en GP, tu te dis à un moment, enfin, en tout cas, moi, je me le suis dit, dans les 2 derniers tours, j'étais pas serein, hein. Je me dis, putain. C'est ça. Je me suis dit, putain, ça va pas tenir, il va se bourrer, et Martin va gagner sur Ducati, et après, il aura toujours passé. Et non, il l'a fait, bordel. Il l'a fait, et en plus, c'est ce que j'ai dit pendant le compte rendu. Mais à un moment, il essaie de faire les freins à Martin, histoire, il fait un petit tout droit, boum. En un tour, il le rattrape. Putain, le mec il en est à 5 tours de la fin, quoi. Il a un week-end globalement de merde parce qu'il n'y a pas eu les essais et tout. Et là, il a saisi et il y va, et ça marche. Et en plus après, il le met à la rue là dans les derniers tours. C'est outrageant. c'est complètement ouf. C'est complètement ouf. Vraiment, chapeau, quoi. Chapeau. Après, ce qui était assez drôle à voir quand même avec la victoire d'Aleix Espargaro, c'est le plan de la Real sur la tête de Paul à la fin de la course. Enfin, moi, j'étais vraiment sur le cul de voir qu'il avait juste pas l'air content, quoi. Alors qu'à l'inverse, son frère, quand Paul gagne, il est toujours le premier à être très enthousiaste. Et j'étais, mais ça fait partie des choses qui font que je suis pas très objectif sur les Espargaro, mais c'est un point people par match que je voulais traiter en post-course. Mais c'est vrai que j'avais écrit, ça a pas l'air d'être des frangins super proches à aller chez Paul. Et enfin, perso, moi je gagne en MotoGP. Il y a mon frangin parce que j'ai un frère, il se trouve. Il y a mon frangin qui est avec moi dans le paddock. Je gagne la course, mais le premier truc que je fais, c'est que je vais le voir, quoi. Enfin, j'arrive. Bon, peut-être l'équipe dans un premier temps, et peut-être dans sa bulle, mais et là non, en fait. Et t'as Paul qui se pointe, mais super tard au final, tu vois. Enfin, il est en train de faire son interview, donc c'est-à-dire qu'il est arrivé dans le parc fermé depuis 10 bonnes minutes. Et là, tu te dis. Bah, ça nous regarde pas, hein, c'est leur problème. Mais en même temps, merde, quoi. Enfin, ouais. Ce qui est assez surprenant, parce que tu les vois, du coup, en l'occurrence dans la série Amazon, mais les deux parlent de leur relation comme une relation où ils sont assez proches et assez importantes. Donc moi, j'étais assez surprise en fait de voir cette réaction de Paul. Après, on connaît l'ego du type. Je pense qu'il faut plus être étonné de ça, quoi. Après, on peut pas se fier à une image comme ça de 3 secondes parce que ils l'ont sûrement fêté ensemble le soir même. Oui. J'essaie de rapporter un petit peu de mesure. Sur les réseaux, tu voyais Espargaro avec Martin, mais tu le voyais pas avec son frère. Ouais. Après, pareil, c'est ce que tu dis, ça reste du potin. Hein. Mais moi, j'étais assez surprise de voir cette image. Enfin, même au niveau de la Real, c'est pas quelque chose qui était. Enfin, ça fait que de faire spéculer les gens, donc je trouve ça un peu dommage. Ouais, ça a réussi parce qu'on le fait du coup. Non, mais ouais, mais en tout cas, incroyable Aleix. Et c'était vraiment beau son émotion. Tu sens que le mec, il en a chié, quoi. Et c'est du long shot. Ça fait des années qu'il est là, qu'il essaye. Et là, enfin, ça se rit.
il y a que le sport qui peut nous donner des émotions pareilles. Enfin, c'est con. Moi, j'en ai chialé. Enfin, hier, je vous dis. Carrément, mais quoi. j'en avais les larmes aux yeux. Bon, pleurer non, mais j'en avais vraiment les larmes. Je suis assez émotif, globalement. Ah ouais, je vois ça. Mais tu aimes bien les petits chatons, les vidéos des petits chatons. C'est vrai, j'aime bien les petits chatons. Non, mais moi aussi. Des chatons sur une moto. Ouais. Non, mais oh la vache, dans les roues. Quand tu sais enfin quand t'imagines le sacrifice que c'est de toute une vie, parce qu'ils font que ça et en plus ça lèche. Et là, gagner, tu sais qu'il y a des pilotes, ils ont fait des saisons, ils ont jamais gagné une course, ils ont jamais fait un podium. Et là, ça arrive, il saisit sa chance. Je me répète, mais c'est dingue, quoi. C'est dingue. Qui est-ce qui avait mis la petite remarque sur les pas un pilote identique? C'est moi. Ouais. Ouais, vas-y. Ouais, donc il y a pas un pilote identique dans les 3 podiums des 3 premières courses. Alors je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas. Ah si, il y a eu 3 podiums complètement différents. 3 courses, 3 podiums, donc 9 pilotes différents dans les podiums. Donc ouais, ça promet. Et du coup 2 nouveaux vainqueurs en 3 courses avec Espargaro et Bastianini. Donc une saison pour pas faire plus ouvert quoi comme début de saison. C'est complètement fou et ouais là ça se joue au point près, quoi. Tu vois, Binder est à 38, Bastianini est 36, Rins 36, Kuarta 35, Mir 33, Oliver à 28, pas loin derrière. Ça promet. Surtout avec une saison aussi longue en plus cette année. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai un peu depuis le début de la saison et du coup, avec ces podiums un peu complètement différents à chaque course, j'ai l'impression que la saison n'est pas commencée, quoi, que rien n'est joué pour l'instant. Alors qu'à l'inverse, l'année dernière, on avait quand même des pilotes assez réguliers sur les podiums à chaque fois. Ouais, c'est clair. Mais c'est agréable, ça permet d'avoir un peu de suspense pendant les week-ends. Donc. Ah, c'est parti comme en 2020, là. Ah ouais, c'est ouf. Comme dirait Cyril, attendons d'être en Europe. Ouais. C'est un peu toujours pareil, hein. L'Europe, ça a tendance à stabiliser un petit peu les choses. Déjà, faut pas oublier que effectivement, alors on va y revenir certainement un peu plus tard, mais le week-end, mine de rien, le fait d'avoir un petit peu moins d'essais, ça peut mettre certaines équipes en difficulté. Le week-end à Mandalika, ça a été aussi une course un petit peu particulière pour les MotoGP. Donc sur 3 courses, ça fait 2 week-ends un petit peu atypiques entre guillemets. Clairement. Donc, mais c'est pas inintéressant et c'est pas volé, hein, du tout. Mais c'est des week-ends un petit peu atypiques. Mais après, le quota, de toute façon, ça va être à nouveau atypique parce étant donné qu'ils ont tout surfacé, qu'est-ce que ça va donner, ça, on n'en sait rien. Et puis le quota, c'est toujours un petit peu spécial. Mais avec des motos qui sont quand même très homogènes. On en parle depuis le début de l'épisode, mais globalement. Bon, Tiam est un peu à la rue, pardon, mais globalement, il y a n'importe qui, il y a n'importe quelle marque peut gagner une course, quoi. Suzuki, ils ont une vitesse de pointe maintenant qui est complètement folle. Enfin, tu vois, là, dans la ligne droite du Grand Prix d'Argentine, ils tapent 3.30, 3.33, quoi. Mais l'Aprilia aussi. Mais c'est complètement fou. Enfin, ils sont au niveau des Ducats, quoi, dans cette ligne droite. Alors oui, c'est pas une longue ligne droite, comme on verra au quota, mais c'est notable, je trouve. Ouais, bah oui, de toute façon, là, ça va être une saison qui va être cool pour ça, quoi. Après, on peut parler des difficultés d'Yamaha, hein, si vous voulez. C'est qui veut démarrer? Après, ils sont complètement à la rue, quoi. Enfin, Fabio est là pour limiter la casse ce week-end, mais quand tu vois ce qu'ils ont fait tout le week-end, tu te demandes ce qu'ils ont fait. C'était vraiment entre Morbidelli, Dovizioso et je vais retrouver son prénom. Darin Binder, ouais. Merci. En fait, tu te demandes ce qu'ils font, parce que si Fabio n'était pas là, les mecs, ils étaient 18e, quoi. Ouais, ils marquent 0 points s'il n'y avait pas Fabio. Donc, heureusement que Fabio limite la casse, quoi. Et ils remettent ça encore une fois sur un souci de grippe et d'adhérence tout le week-end, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'autres excuses week-end après week-end, donc ça va commencer à devenir compliqué déjà pour gagner, et surtout s'ils ont envie de garder Fabio l'année prochaine. Mais surtout que les autres marques, elles marchent, quoi. Enfin, alors il y a des pilotes qui n'ont pas été à l'aise sur le circuit, hein. Enfin, tu vois, un Miller qui finit 14e. Ouais, il y a des grosses contre-perfs. Ouais, il y a des grosses contre-perfs.
Honda est pas à la fête non plus, mais bon, ça excuse pas Yamaha. Non. Mais de toute façon, il y a un problème à la fois de performance et à la fois de fiabilité. Et là, quand tu commences à prendre l'eau de toutes parts, ça va falloir vite se remettre dans les clous, hein, parce que mine de rien, Dovi, ça fait 2 courses qui finit pas et c'est pas sur chute, donc il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'exploitation de matériel il finit dans l'équipe satellite. Ouais, il finit, mais attends, à un moment, il s'arrête au stand. Je sais pas combien de temps, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. Il a 1 minute 20 de la tête de pont. Oui, mais il s'est arrêté au stand, quoi. C'est quand même fou de voir que Dovizioso peut repartir une fois qu'il est rentré au stand. C'est je pense qu'il a besoin de rouler, hein. Bah oui, c'est ça, je pense que c'est ça aussi. Non, c'est clair, mais c'est quand même... Le mec, il aurait juste fait des essais, il aurait gagné son week-end, quoi. Ouais, mais enfin, je repose la question que j'avais posée à l'épisode de pré-saison. Qu'est-ce qu'il fout là, Dovizioso? Qu'est-ce qu'il est venu se foutre chez RNF, quoi? Mais merde, un top pilote comme lui. Alors je sais que c'est cool de rouler en GP, mais là, ça fait mal au cul, quoi. Enfin, passez-moi l'expression. Oh, ça remplit le compte en banque aussi, je pense, mais oui, je pense que ça sert à rien de se faire violence, hein. Ça sert à rien de se mettre au tas tous les week-ends. C'est un peu malheureux à dire, hein, mais c'est surtout que là, ça se demandait si c'est pas sa vraie dernière saison, parce qu'en vrai, ça fait exactement comme avec Rossi l'année dernière. En fait, il fait rien et on le voit pas, et il a aucun intérêt à être là. Pour lui, ça doit être plus frustrant qu'autre chose de se retrouver dans cette situation. Ouais, c'est un peu la merde. Enfin, Fabio récupère 8 points, c'est pas rien, quoi. Enfin, je pense que ça va, c'est vraiment des points qui comptent, hein. Pour le coup, quand tu vois comment c'est serré en tête de classement, il aurait pu enfin, on l'a déjà dit plein de fois, mais il aurait pu se frustrer, il se frustre pas, il récupère 8 points qu'il faut récupérer. Ouais, ça marche pas, c'est chiant, mais il fait ce qu'il peut et au moins il se bourre pas et il finit sur ses roues, quoi. Donc c'est quand même s'il y avait un point positif à tirer, je tirerais celui-là. Je pense que c'est Pierre, il me semble, qui disait ça sur le dernier épisode, et je rejoins un peu son propos. C'est que là, il a un vrai comportement de champion du monde, donc il y a rien qui fonctionne, mais il récupère les points là où il peut, il prend le temps d'être réfléchi sur son pilotage. Donc je pense que lui, même s'il termine 8e, il sait qu'il peut faire mieux, et qu'une fois, là en l'occurrence en Europe, sur des circuits qu'il connaît par cœur, il a de quoi faire et il sait comment tirer profit de sa Yamaha. Donc la saison ne fait pas commencer. Ah ouais, mais la saison est très très longue, hein. Ça va être très longue. Mais à côté de ça, de voir Morbidelli si loin et si frustré de sa course, c'est pas très sympa à voir non plus. Ouais, Morbidelli, ça va être un petit peu compliqué, hein. Mais bon, là, il est moi, je le vois dans la même difficulté que Miller. C'est des pilotes qui maintenant, c'est dommage, hein, pour eux deux, hein. Mais Miller, on a une explication parce que autant Morbi, on l'avait vu pas très en forme, hein, depuis qu'il est rentré de blessure, c'est un peu compliqué pour lui. Miller, vous avez une info sur sur sa contre-perf? Non. Il a mal dormi, il a mangé un truc pas frais. La contre-perf, elle est sur toute la saison pour le moment, quoi. Donc Miller, il a pas encore commencé sa saison, quoi. Miller, l'impression qu'il me donne, c'est qu'il a un peu rendu les armes et qu'il va mettre ce qu'il peut mettre pour aider Bagnaia, mais ça s'arrête là, quoi. Je serais curieuse d'avoir l'avis de Pierre, tu vois, pour le coup, sur cette situation, parce que c'est quand même lui l'expert Ducati, mais vivement qu'il se réveille, parce que là, ça fait mal de le voir aussi loin dans le classement. Ouais, après, c'est que la 3e course de la saison, encore une fois. Il peut s'en passer, faire une contre-perf, même les 3 premières courses, il en reste une vingtaine. Tu sais, il fait un petit doublé et puis c'est parti. Bah voilà. Non, mais ça peut aller très vite. Non, mais tu rigoles, ça peut ça peut aller vraiment très vite, hein. Bagnaia, du coup, on en parle, mais il fait 5e. C'est une belle perf, hein, parce qu'il était pas en forme du tout. Et ouais, c'est chapeau. Mine de rien.
5e, c'est un bon résultat. Lui aussi, il prend les points. C'est encore jouable. Hein. Ouais. Tout est encore jouable quand tu vois que, du coup, concrètement, vu qu'on a 21 courses cette année, ce qui est beaucoup plus que les années d'avant, là, pour eux, c'est comme s'ils commençaient leur saison. Donc, ouais. C'est que du bonus, ces courses qu'on vient d'avoir. Tu voulais parler de Suzuki aussi ? Ouais, Suzuki en forme, hein, qui, pour le coup, c'est la marque la plus régulière, enfin, le constructeur le plus régulier de ce début de saison, ce tout début de saison. Et ça fait quelques courses qui signent des doublés comme ça. Bon, pas des doublés de victoire, mais où ils arrivent en doublé. Et Rins reste sur ses roues, ce qui est notable aussi. Donc, je soupçonne qu'il l'ait génétiquement modifié à l'intersaison. Et il a peut-être plus de place sur la cheminée pour les cailloux aussi. C'est ça. Maintenant qu'il a sa collecte, c'est bon. C'est bon, le surplus bagage. Là, peut-être que Suzuki a inventé les roulettes invisibles. Faire des roulettes quand tu prends 55 degrés d'angle, c'est une belle perf, hein, technique. non, mais ouais, Suzuki, vraiment, pour moi, la marque vraiment très régulière pour le coup, et les deux pilotes sont au rendez-vous, donc à surveiller. Et c'est ce que tu disais, Cyril, dans le dernier épisode, c'est que tu les voyais monter dans le classement, et là, c'est un peu ce qui se passe parce que ils ont fait 3-4 sur cette course, ils étaient 5-6 en Indonésie, et au Qatar, ils étaient 6-7, ouais. Donc t'avais bien vu. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir Rins. Au final, il est pas très loin parce qu'on s'est focalisé sur Espargaro Martin, ce qui est juste parce que c'est eux qui ont animé la course. Mais Rins, il a jamais été en capacité de les reprendre, mais il était vraiment pas loin derrière, quoi. Il finit à une demi-seconde derrière Martin. Donc au final, ça s'est joué à pas grand-chose pour avoir le rythme et aller chercher une baston à 3. Et Mir, il est pas très loin non plus derrière. Je crois qu'il est aussi à une grosse seconde. 5 dixièmes. Donc, 5 dixièmes. À l'arrivée, 5 dixièmes. Donc on a focalisé sur Espargaro Martin, mais les deux Suzuki sont dans la capacité, sont pas très loin de pouvoir aller jouer un peu plus haut encore. Et c'est intéressant. Après, c'est marrant de voir que les deux ils réussissent à finir des courses. Et c'est pareil, quoi. Faut que ça continue. Parce que toujours bien placé, mine de rien, c'est des points qui comptent. Quand tu fais 3-4 sur un GP, il y a de quoi être content, quoi. Oui, puis c'est pas mal. C'est pas déconnant. Rins, avant toutes ces péripéties bien sûr, qui nous font bien rire, il était là et il a jamais été, ça a jamais été un mauvais pilote non plus. Donc il y a de quoi faire. Ça a été un pilote toujours un petit peu gourmand. Moi, je l'ai vu souvent comme un pilote gourmand, et là, soit il a changé, soit ils ont sécurisé un petit peu 2-3 trucs qui font qu'il a plus besoin de taper autant. Mais Rins, oui, on taquine, mais tu vois, il a fait un bon week-end. Carrément, quoi. C'est ce que vous disiez, ça fait des points qui comptent, et Mir, c'est un peu l'expert des points qui comptent, donc. Mir. Ça va être l'épicier ouvert à toute heure. Puis c'est cool. Binder encore un top 6, c'est intéressant aussi. Vignales pas loin. Le plus surprenant quand même sur ce week-end, c'est quand même Bezzecchi qui prend des points et qui termine. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est au-delà de la victoire d'Aleix Espargaro, c'est vraiment le truc qui m'a fait plaisir ce week-end, c'est de voir que déjà la VR46 passe son week-end avec une première ligne et avec les deux pilotes qui prennent des points et qui sont pour Bezzecchi 9e et Marini 11e, donc vraiment pas loin du top 10. Donc je pense que eux, pour le coup, c'est un peu les gagnants du week-end, même si Aprilia a tout le mérite qu'ils ont. C'était vraiment chouette de voir Bezzecchi à faire un week-end aussi propre. Ouais, après je t'en perds un peu sur Marini, c'est con qu'il fasse 11e alors qu'il tape, qu'il démarre de la première ligne, quoi. Fait de très belle qualif, ouais. C'est Marini en même temps. Oui, c'est vrai. Après, Marini, on sait pourquoi il est là. Et bim, cadeau. Non, mais c'est pas un mauvais pilote, mais on va pas se mentir, il y a des pilotes qui ont plus d'intérêt à être sur la moto qu'il a que d'autres, donc. Genre Dovizioso, je suis sûr que Dovizioso ferait mieux que Marini.
Après, c'est intéressant que tu soulignes justement Bezeki et Marini. Bon, mais Marini est pas rookie, mais Bezeki oui. Moi, j'attendais comme beaucoup le tandem chez Tech 3 et ça reste compliqué. Ils sont à 25 et 28 secondes. Ça reste un peu loin dans le sens où Gardner en plus il est tout juste devant Binder. Quand tu vois comment Binder est équipé et puis c'est un pilote qui vient de Moto3 quand même, faut pas l'oublier. Gardner va falloir s'agacer quoi. Après la grosse déception ça reste aussi les deux pilotes Honda qui restent. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire les deux pilotes LCR qui font 12 et 15 à savoir Bradle pilote essai donc loin. Et puis Paul qui chute. C'est con qu'il chute parce que Paul il avait les rythmes aussi parce que il était pas mal mais c'est ça qui fait la différence tu vois entre c'est clair. Entre un Quartaro qui arrive 8ème et qui prend 8 points et un Paul qui était 4ème mais qui prend 0 points. Ouais, je le voyais plus capable tu vois de se placer entre 5 et 7, c'est-à-dire de jouer puis tu vois en plus quand tu regardes le classement entre Bagnaia qui a 6 petites secondes et puis Vignales qui a 6 grosses, il avait largement la place de se coller dans le trio quoi. Ouais. Et non, il préfère aller dans le bac. Voilà, c'est la vie. Mais non, mais c'est dommage parce qu'il était pas trop mal. On voit que son rythme baisse parce qu'il se fait dépasser. Donc c'est des choses qui arrivent puisque t'as peut-être pas les setups qui font que tu peux maintenir ton rythme. T'as ton pneu qui se dégrade ou j'en sais rien moi. Enfin, ils ont les problèmes qu'ils ont. Mais il essaye de surrouler et ça passe plus. Et c'est dommage parce que il y avait des points à aller chercher quoi. Et c'est la vie, comme ça. Ouais. Après, ce sera peut-être pour la semaine prochaine le Prosecco. Ils n'auront pas beaucoup de décalage horaire, c'est l'avantage, mais ils vont en avoir plein les pattes, je pense. Il y a un peu de fret quand même. Ouais. Donc faites gaffe. On va attendre que les motos arrivent à bon port avant de parler du prochain Grand Prix. Exactement. Ouais, prochain Grand Prix à Austin, ça va être assez fun. Ouais. Mais j'espère qu'on y verra Marquez quand même revenir à ce qu'il les aime bien ces courses outre-mer. Ah ouais, tu y crois carrément quoi. Enfin, tu... J'ai dit j'espère, j'ai pas dit que j'y crois. Mais tu oses l'espérer quand même. C'est-à-dire que moi j'en suis à un point où je me suis même pas posé la question quoi. Pour moi, il sera pas. En fait, je me dis vraiment que s'il revient pas, c'est que il y a un moment donné, il reviendra pas du tout. Ouais. Il peut s'en prendre qu'à lui-même sur ce qu'il a pris. C'est le seul impliqué, c'est le seul. C'est clair. Oui. Après, il y a peut-être des soucis techniques qu'on ne connaît pas, mais là, on revient au début de l'épisode. Oui. La boucle est bouclée finalement. Non, la boucle est pas bouclée parce qu'il faut qu'on parle un petit peu du FSBK qui a repris au Mans le 26 et 27 mars. Et il y a eu plein de doublés. Donc en 300, c'est Enzo Damami qui remporte les 2 courses et mène le championnat devant Luca Tri. En 600, c'est Valentin Debis qui gagne les 2 courses aussi et qui mène devant Loïc Arbel. Et en 1000, Valentin Debis double aussi et mène devant Mathieu Ginès. Le prochain week-end est début mai, donc du 6 au 8, et ça se passe sur le circuit de Nogaro. Et un petit rappel, on a publié donc en début de cette semaine un petit épisode de présentation sur la saison Superbike qui va commencer donc le premier week-end, le week-end prochain, donc en même temps que le quota. Donc voilà, il y a un petit peu des détails sur les nouveautés techniques, qui est parti dans quel team, etc., etc. Les attentes, c'était un petit épisode qu'on avait mis en boîte avec Pierre et Paul. Le dernier point, c'est Bradley Smith qui bénéficiera d'une Yamaha R1 dans le team Moto1 aux côtés de Claudio Corti et Corentin Perolari. Donc pour les 24 heures du Mans. Donc là, ça va être aussi une équipe à suivre, je pense. Ouais. On va voir. Je me permets de rebondir sur le FSBK, mais pour ceux qui suivent pas ou qui suivent très loin. Il faut vraiment jeter un œil à ce que Debis fait parce que c'est très très impressionnant. Il enchaîne les courses. Il a très peu de temps entre chaque session et
Ouais. Et pour ceux qui aiment comme nous la moto, c'est vraiment impressionnant à voir. Et il a publié quelques vidéos le week-end dernier du temps réel entre deux courses qui tournent autour des 3 minutes 40. Donc c'est la vache. c'est vraiment très impressionnant. Tu le vois, il descend de la moto, il va dans son paddock, il boit un peu d'eau, il repart et vraiment ça donne un vrai intérêt au FSBK de voir un pilote comme lui. Une grosse machine. C'est un peu ça, ouais. Ouais, bah le FSBK, moi, comme tu l'as dit, je conseille à. Il y avait beaucoup de monde a priori au Mans cette année. Ils ont eu plus de 10 000 personnes, ce qui était assez intéressant. Mais ouais, je conseille d'y aller puisque le paddock est quand même assez ouvert. Il y a, alors je cite que les 3 principales catégories, mais il y a aussi du side, il y a aussi de l'European Bike, il y a plein d'autres catégories, notamment des jeunes, les catégories de jeunes qui sont intéressantes à suivre aussi. Donc si vous avez pas loin de chez vous une compétition de FSBK, allez les voir, c'est super sympa, c'est vraiment des week-ends cool, je trouve. Ouais, bonne ambiance moutarde et tout, ouais, c'est vraiment cool. Ouais, c'est toujours des bons moments. Ouais. On va dire, avec les pilotes qui sont accessibles, avec qui on peut papoter. C'est clair. C'est assez sympa. Et les horaires à Austin, alors c'est un petit peu inversé dans le sens où le Moto2 est à 18h20, le MotoGP à 20h et le Moto3 à 21h30. Donc ouais, un petit peu tard pour le Moto3, c'est un peu bizarre comme organisation, mais bon, c'est aux États-Unis, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Non, puis en vrai, c'est pas désagréable de pouvoir voir les courses aussi tard, entre guillemets. Ça te permet quand même de profiter de ton week-end et de pouvoir regarder toutes les sessions. Bon, j'espère qu'ils auront les motos à temps, ce coup-là. C'est clair. Ils vont pas nous chanter le vendredi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait au bureau sinon? Si on n'a pas les essais. Tu faisais partie de ceux qui suivaient les avions qui se rapprochaient de l'Argentine, hein. Non, quand même pas. Non, bah non, justement. Quand même pas, ouais. Non, mais je fais partie de ceux qui regardent les essais au bureau le vendredi bravo. après-midi. Bravo. À ce rythme-là, les pilotes vont piloter des motos. Hein. Ils vont devenir professionnels du golf. Ça fait chier de payer la moto pour ça, quoi. Après, ils peuvent nous faire des tournois de voiturettes, quoi. Ouais, ils vont se mettre au caddie de golf. C'est ça. Putain, ce serait cool. Ils vont inventer le caddie de golf. Au lieu de faire des motos, là, tu peux de voiturettes, là. Ça a drifté sur le green. C'est clair. Ouais. Bon, trêve de conneries. On se dit à la semaine prochaine. Ouais, carrément. J'espère que l'épisode, l'épisode il va sortir assez rapidement. Et puis, on se retrouve très très vite. Allez, salut à tous. Salut à tous. Salut. Ciao.